Bonjour à tous. Donc Sismo, créateur industriel, cofondateur Frédéric Lecourt et moi-même. Bonjour. Claire Griffon qui va nous accompagner sur une partie un peu spécifique de la présentation. Bonjour. On va vous faire une présentation rapide de qui on est, puis après on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La première chose importante à dire, c'est que chez Sismo, on n'est que des créateurs industriels, c'est-à-dire qu'à l'origine, on n'est que des designers industriels. On vient vraiment, j'allais dire, d'un apprentissage très usine de la façon dont on travaille sur le design. Une équipe de 12 personnes aujourd'hui, essentiellement des designers industriels, avec des profils qui vont de ingénieurs, designers, jusqu'à des gens qui sont plus dans le stylisme, on va dire. Une expertise marque produit qui a été développée avec l'agence Carré Noir il y a 4 ou 5 ans. Et puis la créativité, ingénierie, avec une société qui permet de faire du développement industriel. On a 3 grands types d'activités. La première, c'est de dessiner des produits industriels. Alors ça peut aller de packs qui sont des choses plus, pas sur la peau des choses, mais plutôt sur la structure. Mais aussi des objets dans tous les univers, du moulin à poivre jusqu'à la carte informatique, ou de la vaisselle pour enfants ou du scooter. Donc on est vraiment très polyvalent dans l'approche qu'on peut avoir du design. Il se trouve qu'on a une partie aujourd'hui très importante de l'activité qui est de l'innovation par le design. Donc c'est l'accompagnement des entreprises. Cet accompagnement, il se fait sous différents angles. C'est notamment, par exemple, on a conçu le centre d'innovation de Saint-Gobain, recherche, avec le directeur de la recherche sur la partie design. On s'occupe du dessin de la prochaine boîte aux lettres de la Poste, on s'occupe du forum de l'innovation pour les mousquetaires, ou de l'accompagnement du groupe Legrand sur des problématiques domotique. C'est des approches qui sont beaucoup plus larges que le simple design dans le sens stricto sensu. C'est vraiment quelque chose qui est plus de l'accompagnement du changement, qui sont des projets à très long terme. Et souvent dans l'innovation, c'est un peu important d'avoir du temps. Sinon, on fait semblant d'innover, puis 6 mois après, on revient à la case départ, et c'est pas ce qu'on aime faire. Et puis une troisième spécialité qui est un petit peu atypique elle aussi dans l'univers du design, puisqu'on est commissaire d'exposition. Commissaire d'exposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conçoit et qu'on scénographie des expositions sur des thématiques précises qui sont dans des grandes institutions françaises et bientôt étrangères, puisqu'on va commencer à en faire à l'étranger. Par exemple, là on vient d'en clôturer une à la Cité des Sciences qui s'appelait Design ou Etu, avec la PCI. Mais ça peut être aussi dans des univers très très grand public comme le design et le foot à Saint-Étienne, ou des univers beaucoup plus haut de gamme comme à Sèvres, Cité de la Céramique, où on a fait une exposition sur les vocabulaires de mise en forme de la céramique, un petit peu plus pointu. Alors un petit avant-propos sur le design, parce que c'est ce qu'on fait avec tous nos clients, avec tous les gens qu'on rencontre, parce que finalement la question aujourd'hui c'est que si je vous dis vélo design, vous allez tous avoir une idée différente. C'est bien que le problème c'est le design et pas le vélo, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un vélo. Donc au début des projets, généralement, on commence par essayer de définir comment on va faire du design ensemble. Finalement, c'est le point clé de tout bon projet. Pour ça, on a défini une cartographie qu'on a appelée le carré magique. Un carré, il a 4 angles, et ces 4 angles sont 4 façons caricaturales de faire du design. L'objectif est d'arriver à définir la cartographie du projet et la façon dont on va faire du design ensemble. Ça paraît un peu bête, mais si on part sur ce mauvais préambule de ne pas avoir la même terminologie sur le design, on va commencer le projet et puis dans 5 mois, 6 mois, on va s'apercevoir qu'on ne parlait pas de la même chose. Et du coup, il y a un tas d'écueils qui vont arriver et qui vont faire que le projet va être en danger, notamment dans des problématiques d'innovation. Ouais, ça permet aussi de lutter contre un truc terrible, c'est quand on nous demande un effet waouh. En gros, quand on nous dit j'aimerais que ce projet ça fasse vraiment un effet waouh, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas définir un vrai cahier des charges design. Qu'est-ce que j'attends du design? Qu'est-ce qu'il va m'apporter sur ce projet? Donc cet outil, c'est un outil de dialogue. Il va permettre de clarifier les vocabulaires qu'on va employer ensemble pour bien définir là où on en est et là où on veut aller. Le premier angle du carré magique, c'est d'innover.
Donc on peut faire du design pour innover. Si je reprends mon exemple du vélo design, quand Patrick Join, le designer, travaille avec JC Decaux sur Vélib, on est dans le design et l'innovation. C'est-à-dire qu'on va changer radicalement le business plan du vélo. On va le faire en location, grand public, libre d'utilisation dans la rue, ce qui n'existait pas du tout. Donc on est vraiment dans un process d'innovation où à la fois le service design, le produit, les bornes, etc., tout le système et le business plan est remis en cause par rapport au business plan habituel du vélo. Par exemple, si on est dans le packaging, on peut dire qu'innover, ça peut être le travail qu'a fait François Azambourg avec le laboratoire, où ils ont travaillé sur des espèces de poches à eau biodégradables, avec une approche qui était beaucoup plus moléculaire que plasturgique sur le contenant. La deuxième approche, ça peut être de vouloir rendre fonctionnel. Rendre fonctionnel, ça peut être adapté à un produit, mais aussi à un packaging. Rendre fonctionnel, c'est de faire en sorte que l'objet devienne notice. Finalement, c'est ça. Quand je vois l'objet, je vois exactement comment il s'utilise et à quoi il sert. Et je ne mets pas d'ornementation supplémentaire qui soit du pipeau par rapport à la réalité du service qu'offre le produit. Quand je fais une bouteille avec un trou pour raconter qu'elle s'emmène, forcément, j'accentue en termes de design, je regarde toujours sous l'angle du design, j'accentue cette volonté d'avoir quelque chose sur la fonctionnalité. Le troisième angle, alors là on passe dans une partie plus marketing. On ne parle pas au même côté du cerveau. Donc on change d'interlocuteur. Ici, je vais aller chercher des références. Je vais travailler avec ce qui est déjà dans la tête des gens. C'est beaucoup plus facile de lancer une nouvelle voiture qui va reprendre la forme de la Fiat 500. Tout le monde l'a connue, tout le monde la connaît, tout le monde va la reconnaître. La nouvelle Fiat 500 n'a aucune pièce commune avec l'ancienne voiture. Et c'est pas le propos. Si je fais une bouteille dont l'eau vient de la montagne, c'est pas mal de mettre la montagne sur cette bouteille. Ça n'a aucun lien rationnel de mettre une forme de montagne sur une bouteille d'eau. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on a pris la même marque pour montrer que le positionnement peut être tout à fait différent suivant les projets. C'est pas le sujet n'est pas, vous allez le voir, de positionner une marque sur un seul des angles du carré, mais simplement d'être en amont du projet très clair sur la façon dont on va définir à quoi va servir le design. Dernier angle, de manière un peu provocatrice, le design peut servir à faire du style. La plupart du temps, ou en tout cas aujourd'hui pour le grand public, le design c'est ça. Ça reste cantonné là. Avec un problème de vocabulaire, ça rejoint cette fonction de cet outil de communication, c'est qu'en français, le design, c'est un adjectif, c'est un objet design. C'est beaucoup plus limpide chez les anglo-saxons, parce que to design, c'est une action, et donc une action, elle permet de faire plein de choses. Bref. Ça peut être comme le presse-citron de Monsieur Stark. Je fais appel à une signature et puis on crée une forme, mais qui va être propriétaire du créateur. Mais il y a aussi dans cet univers-là une approche qui est pour une marque de créer son propre vocabulaire. Je prends la bouteille de Coca-Cola, même cassée par terre, vous la reconnaissez encore. Donc il y a une appropriation formelle. Relativement gratuite sur la raison d'être de cette forme, mais elle est extrêmement reconnaissable et ça devient un vocabulaire pour la marque. On pourrait citer tout l'univers des produits Dyson où ils ont su s'approprier un nouvel univers formel comme une signature. J'ai quasiment pas besoin de mettre le logo sur mon produit, je reconnais la marque. Donc premier exercice à faire quand on commence un projet avec une vocation d'être clair sur ce qu'on va faire avec le design, c'est de se dire finalement mon cahier des charges il est où là-dedans? Est-ce que je veux innover? Est-ce que je veux rendre fonctionnel? Et puis du coup nous on va mettre tous les écueils qui vont avec. Si aujourd'hui une marque qui fait essentiellement du style nous dit demain je veux être hyper dans l'usage, et il y a plein d'écueils qui vont arriver. Des écueils au bureau d'études, des écueils sur la chaîne de production, des écueils dans la façon de le vendre, des écueils partout. Et notre rôle, c'est aussi dans cet accompagnement design, pas simplement de dessiner le produit, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse anticiper les écueils pour éviter qu'au milieu du produit, et c'est d'autant plus vrai dans l'innovation, qu'au milieu du projet, on se dise « Ah bah merde, on n'avait pas anticipé qu'on n'allait pas passer comme ça aussi facilement de faire du style à innover ».
Bien sûr, quand on positionne un projet là-dessus, on met tout le monde autour de la table, les gens de l'usine comme les gens du marketing, de la com ou des commerciaux, et on se rend compte que personne n'a le même avis. Donc c'est bien l'intérêt, c'est de commencer à parler de design. C'est-à-dire que si je commence à vous montrer ce micro, vous allez me dire pour certains, bah oui, il est hyper fonctionnel, et puis d'autres qui vont dire, bah non, en fait, moi je le trouve très stylisé. Et on parle du vrai problème et on positionne en amont la façon dont est le projet, où est le projet et comment on va le faire avancer en termes de cartographie sur le design. Ceci étant dit, on peut aussi avoir des stratégies qui sont après de positionnement très diverses. Alors là, on a pris l'exemple d'un emballage très basique. Si on prend Saint-Louis avec un emballage de sucre, au début, avec le pack papier, on est vraiment... c'est dur de dire si on est dans le style, la référence, etc. On est un peu au milieu, on est un peu... voilà, c'est dans un risque de banalisation, on appelle ça. Et puis, petit à petit, le parti pris qui va être fait par la marque, ça va être de glisser vers la fonctionnalité. Donc pack carton avec le bec verseur en métal, etc. Et puis suivant, le pack Tetra, où là on règle encore des problèmes liés à l'usage, mais la stratégie d'amélioration du pack est extrêmement claire et du coup elle est très lisible aussi pour le consommateur. Si on prend une autre marque de sucre, Rose, vous vous doutez bien que ça va être totalement différent. C'est-à-dire que le parti pris qui va être mis en place va être totalement différent. Donc c'est bien ça l'intérêt, c'est au début du projet de définir quel est pour la marque le plus juste positionnement en termes de parti pris d'évolution sur le packaging. Alors, comment positionner sa stratégie packaging? On vous a mis plusieurs stratégies différentes pour vous faire réagir à différentes façons de faire du design. La première, ça peut être simplement de transformer les contraintes du process en opportunités. Aujourd'hui, c'est quand même une problématique qui est extrêmement lourde. La plupart des clients avec lesquels on travaille ont en fait une marge de manœuvre qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne industrielle qui coûte 15 millions d'euros et que vous allez voir un designer en disant je veux innover, c'est la catastrophe. Voilà, combien ça coûte quoi. Si c'est innover à 100 000 euros, à 200 000 euros, à 3 millions ou à 15 millions, c'est pas tout à fait la même chose. Avant de reconstruire une autre chaîne industrielle, généralement les marques et les industries sont un peu plus frémissantes que enthousiastes par rapport à des plans marketing. On vous a mis un exemple. À chaque fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer des exemples dans le design produit pour s'abstraire de la... j'allais dire de ce que vous savez sur le pack, et qu'on remettra après dans le design packaging. Ici un exemple de collaboration qu'on a pu avoir avec la société Vickel qui fait des produits de classement en polypropylène, donc des classeurs, des pochettes, des chemises pour le bureau et le scolaire, vendus en grande distribution. Le sujet qui nous était proposé, c'était de réagir sur le marché de la pochette de classement transparente, où je mets ma feuille A4 là, dans ce produit extrêmement banalisé, extrêmement contraint industriellement, des chaînes basées en France. On utilise notre carré de positionnement, on met tout le monde autour de la table, on va faire ce qu'on appelle un product journée, on se met dans la peau de cette pochette et on regarde tout ce qui lui arrive et on pose énormément de questions bêtes. D'où vient le format A4, pourquoi les anneaux d'un classeur sont espacés de tant de millimètres, enfin voilà, plein de... Voilà. J'ai un bon représentant avec moi. Une contrainte qui arrive sur le dessus, là on travaille sous forme de workshop, c'est-à-dire qu'on rencontre très tôt le responsable de l'usine, le patron, les commerciaux, le marketing, la communication. Ça va permettre de réagir vite. Ça va permettre aussi de très rapidement faire des allers-retours entre la proposition et la faisabilité. Et ici, on était sur une posture de contrainte de temps. En gros, le challenge était de pouvoir lancer un nouveau produit en 6 mois, avec une innovation. Très sincèrement, le patron n'y croyait pas du tout, en nous disant « mais ça fait longtemps qu'on cherche, on a déjà confié des missions à du design, on n'a jamais réussi à aboutir, notre responsable de l'usine est extrêmement réticent aussi à l'idée parce qu'on va casser son jouet qui fonctionne comme une horloge. Bref, on fait ce qu'on appelle de l'innovation d'opportunisme. C'est qu'on regarde les problématiques que l'on peut le plus facilement résoudre sur la chaîne avec un minimum de modifications. On arrive avec toutes nos questions bêtes à une question qui ne l'était pas tant que ça, c'est qu'est-ce que je fais du format A3 ?
il n'y a pas de réponse pertinente. Et puis on se rend compte que sur la chaîne, pour des raisons de cadence, on a plusieurs couches de pochettes qui sont fabriquées en même temps. Avec moins de 15 000 euros d'investissement, on déplace quelques couteaux, un outil de soudure, sans changer les films, donc sans changer la cadence de production, on peut produire un produit innovant qui est une double pochette qui permet de ranger un format A3 dans un classeur A4. Ça a donné un brevet. Donc ça, c'est une approche qu'on aime beaucoup raconter parce que c'est du design sans dessin. C'est-à-dire que si on avait commencé à prendre le crayon ou à se mettre devant un ordinateur pour dire qu'est-ce qu'on va concevoir, comment on va le concevoir, c'était mort. C'est que du design de dialogue. C'est que l'intelligence des gens dans l'entreprise qu'on arrive à articuler pour faire en sorte que ce produit sorte. Tout seul, on ne l'aurait jamais fait, hein, c'est une évidence. Et eux, tout seuls, n'arrivaient pas à le faire non plus. Donc ça, c'est vraiment aussi une première chose qu'on souhaitait faire passer. C'est qu'aujourd'hui, la notion de dialogue dans un projet de design, elle est de plus en plus importante. Je pense qu'il y a eu une période dans les années 80 où c'était de bon ton de donner des briefs soi-disant très précis, mais qui étaient surtout des briefs liés au marketing et pas tellement à une approche design. Et que du coup, on était un peu dans un monocouloir, et ce monocouloir, il débouchait souvent sur des choses, sur la peau des objets, et rarement sur l'innovation. Là, par exemple, une question qui nous avait été posée par Bombay Saphir. Il voulait un coffret événementiel. On a répondu à côté du brief, un petit peu à côté du brief, en se disant non mais des coffrets événementiels qui finissent à la poubelle, nous on trouve que c'est plus de bon ton. Essayons de proposer autre chose. Donc on a fait un sertissage de la bouteille pour que ça soit joli, posé sur un socle pour rehausser. Puis avec un petit livret de recettes et surtout 4 pailles qui sertissent cette bouteille, donc qui vont être pérennes. Avec derrière toute la problématique de la loi E20 qui fait que, ou c'est la loi sur les primes, je crois, où il ne faut pas que la prime dépasse un certain pourcentage du prix d'achat. Du coup, ça a été aussi un peu un casse-tête technique pour faire des pièces sécables. Là, on vous force à jeter les choses. Mais bon, tout l'intérêt était de dire ceci n'est pas qu'un simple coffret événementiel. Ou ce qu'on voit à côté, un seau et un pichet, où ça c'est une rencontre. Donc là on revient sur le dialogue. Dans un couloir, on croise une acheteuse qui nous dit vous connaîtriez pas un standard, je dois acheter 5000 pichets, 5000 seaux à glace, j'ai quelques euros par pièce. On lui dit mais pour ce prix-là, avec un peu d'intelligence, on peut avoir un budget de création. Et on vous garantit qu'on va vous sortir des produits sur mesure qui seront moins chers à fabriquer que l'enveloppe globale. Donc fait est qu'au lieu d'avoir un standard, on a un produit sur mesure avec de la création. Là encore une fois, on est sur de la réarticulation du problème, alors que ce soit sur la répartition du budget, entre guillemets le business model du projet qu'on peut chatouiller, ou que ce soit de la réarticulation de qu'est-ce que c'est que l'objet final que je vais arriver à mettre en place, quelle est sa fonction, quel est le but. Deux exemples dans le packaging. Un qui a été fait par Carré Noir, qu'on trouve vraiment intéressant, qui est un packaging qui a été fait pour Valeo. En l'occurrence, c'est une espèce de rationalisation à l'extrême de ce qui peut être fait dans cet univers, qui est un univers très rude, où il y a notamment des grandes contraintes, bien sûr, de quantitatif, de coûts, mais aussi de copie, de falsification et de suivi. On aime bien ce projet parce qu'il n'est pas très éclatant. C'est-à-dire que quand on voit la photo, on fait bon, ouais, ok. Néanmoins, il y a un travail de fond qui est fait sur toutes les approches liées à toute la chaîne de valeur du packaging, jusqu'à des pièges de falsification, jusqu'à le fait de résoudre la problématique des packaging en un nombre très très réduit de boîtages. Et c'est finalement aussi une approche qui nous intéresse en design, qui est très très loin de cette approche de style, puisque là on est vraiment sur une approche de rationalisation. À côté, c'est un peu le même principe, avec un packaging qui a été destiné pour pouvoir s'adapter à tout type de contenant, sur une seule et même feuille, dont simplement la façon d'être produite permet de définir des formes tout à fait aléatoires, suivant ce qu'on veut emballer. Le secret,
de cette première stratégie pour nous, puisqu'on a beaucoup d'outils qui permettent de raconter la façon dont on va travailler. Le premier secret sur cette première stratégie, c'est de savoir identifier les acteurs clés. C'est un truc un peu bête, mais finalement, souvent on part bille en tête dans un projet en se disant, bah voilà, puisque le commanditaire c'est telle direction, allons-y et puis on verra à la fin comment on intègre les autres sur la problématique. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est souvent un gros écueil si on ne met pas des gens dans la boucle qui sont tous les acteurs qui vont graviter autour du projet. Et tous les acteurs, c'est pas simplement penser au plus évident comme les gens qui font le process, mais ça va être aussi, pourquoi pas, les transporteurs, pourquoi pas des super consommateurs, pourquoi pas les achats, parce que chacun finalement a une problématique qui lui va lui être personnelle et qu'il va falloir résoudre dans le projet. La deuxième stratégie, c'est concernant l'éco-conception. Donc là, on va passer la parole à Claire Griffon, qui est dans notre équipe et qui est spécialisée dans ce domaine, avec une approche qu'elle va vous expliquer sur notamment la lutte contre les faux semblants, parce que des cahiers des charges avec de l'éco-conception, on peut vous en sortir à l'appel des brouettes. Après, des résultats, c'est plus compliqué. En fait, ce qu'on essaie de dire à nos clients, en fait, c'est d'essayer d'identifier vraiment la réelle valeur de l'éco-conception. Alors, s'il faut que ça se voit ou s'il faut vraiment avoir un circuit vertueux tout au long de la fabrication. Donc, l'idée, c'est de trouver en fait un territoire adapté pour intervenir et avoir de réels, résultats au niveau de l'impact sur l'environnement, parce que c'est ça qu'on veut quantifier. Alors ensuite, si au même moment on arrive à avoir un matériau qui fait le bon job et qui en plus est plus fin, enfin voilà, après on essaie de trouver vraiment les bons canaux. Mais le message que j'aimerais faire passer, en tout cas, c'est que c'est pas forcément en peignant en vert à la fin l'objet qui va avoir l'air éco-conçu et qu'on pourra se targuer d'avoir un objet vertueux. Donc j'ai pris un exemple, je sais pas si... on va peut-être parler du cas Tetra Pak avant, je sais pas. Ouais, on peut peut-être parler de deux cas qu'on a eu nous à l'agence. Le premier qu'on a traité avec Carré Noir dans une approche marque produit, qui a été une demande de Tetra Pak sur aidez-nous à faire comprendre aux consommateurs qu'une brique ça se recycle. Alors, ouais. Donc ça, c'est des cahiers des charges qu'on adore parce que la question est très ouverte. Il n'y a pas de réponse préétablie. Il y a besoin de prendre plus de temps en amont pour bien décortiquer quels vont être les enjeux et les solutions qu'on va pouvoir trouver sur le projet. Donc lorsqu'on nous a posé la question, on ne savait pas du tout qu'on allait faire du mobilier urbain. Mais on a commencé par regarder tous les acteurs qui se situaient autour de la production d'une brique et voir toutes les conséquences positives ou néfastes qui pouvaient tomber selon les choix qu'on allait faire. En gros, 3 questions. C'est est-ce que je veux que mon consommateur comprenne qu'une brique se recycle quand il achète une brique, quand il utilise une brique ou quand il rencontre un autre objet qui lui fait penser qu'une brique, ça se recycle. Et ces trois manières de reformuler la question, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec nos clients, c'est on travaille sur la question. On fait vraiment un boulot de rédaction parce que tout se passe ici sur cette nuance que je viens de nommer. C'est que derrière, il y a beaucoup de conséquences. Si je dois faire en sorte que lorsque je prends une brique alimentaire, je comprends qu'elle va se recycler, attention, on va toucher au process industriel. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on aille mettre notre nez sur les chaînes? Rapidement, la réponse a été non. Donc voilà, on arrive comme ça à sécuriser la démarche, comprendre mieux les volontés, les enjeux. Et puis finalement, sur toute la chaîne d'analyse du cycle de vie d'une brique, on se rend compte que le carton est très bien recyclé par des filières bien organisées, que tout ça est bien anticipé, notamment par Tetra Pak, parce qu'ils utilisent un carton surperformant pour faire une brique, pour intéresser les recycleurs derrière. Donc tout ça est bien pensé. Reste du PE et de l'aluminium qui se retrouvent dans aucune filière.
Donc là, un gros travail d'identification de process possibles sur comment réagglomérer cette matière et qui serait capable d'en faire quelque chose. Et ensuite, un travail de définition d'univers, de typologie, d'objets qui pourraient consommer cette matière. Et puis un croisement. Oui, 4000 briques, je crois, hein, qui ont fait... oui, qui ont servi. Enfin, il nous faut 4000 briques pour faire un banc. 4000 briques. Ouais. Pour faire... Donc on voulait quelque chose de bricophage. Et j'ai perdu le fil, je suis désolé. Non, non. Oui, et du coup, à un moment donné, il y a eu une espèce de croisement de pertinence en se disant mais c'est les collectivités qui sont en charge de recycler. C'est un acteur du projet. Comment les intéresser, si ce n'est par exemple en faisant du mobilier urbain où tout le monde serait très content de pouvoir communiquer que la collectivité met en place le recyclage des briques, que ces briques finissent par faire le banc, la poubelle, la chaise qui va être dans votre parc en bas de chez vous. Voilà en gros. Donc là, on est sur une réponse finalement très inattendue et assez éloignée de ce que pouvait penser le client sur le point de départ. Aujourd'hui, ce banc est en cours de déploiement sur la ville de Courbevoie. On accompagne Coca-Cola sur le prix du design durable, puisqu'on est président du jury et qu'on les accompagne un peu plus largement, on accompagne aussi les gens qui y participent. Là encore, je trouve que c'est des choses intéressantes sur le cycle lié à l'éco-conception dans cette société, qui finalement a tout à fait conscience, malgré ce qu'on peut en voir, j'allais dire de prime abord sur la marque, c'est-à-dire qu'on se dit que la problématique d'éco-conception pour Coca-Cola, elle est surtout sur les emballages. Or, elle se divise en 3 problématiques. Une problématique sur les emballages, une problématique sur l'usage de l'eau. Dans le Coca-Cola, il y a surtout de l'eau. Et une problématique sur l'usage de la réfrigération. C'est-à-dire que le Coca-Cola, ça se boit frais. Et ça, c'est consommateur d'énergie. Et finalement, je trouve que c'est la façon dont on approche cette problématique avec cette marque qui est justement très réaliste par rapport à ce qui est vraiment la consommation de CO2 pour l'ensemble de la chaîne de cette marque. Du coup, je peux juste parler on a accompagné en fait la lauréate du concours qui est venue donc avec une idée de parc à vélo qui vient s'aligner en fait avec un bac à fleurs et un petit peu comme le banc, on a cette idée de boucle qui se boucle par rapport à l'usager qui a jeté sa brique et qui retrouve en fait la matière qui est régénérée et réutilisée dans un autre objet qui lui sert indirectement. Donc là, on a aidé en fait Marion à avoir un projet qui soit industrialisable et qui bien sûr utilise des matières recyclées, donc en l'occurrence de l'aluminium recyclé. Et pour ce qui est du bac à fleurs, du polypro recyclé, ce serait un bac à fleurs rotomoulé en fait, voilà, qui est assez durable pour rester dehors longtemps. Voilà. Alors là, il y a on a mis l'exemple du stylo pilote qui a été fait à partir de bouteilles recyclées. Donc moi, j'ai pas précisé aussi, mais c'est vrai que je termine une grosse mission pour Éco-emballage, où j'ai participé en fait dans le cadre de l'expérimentation plastique à toute une série de travaux que l'on a financés auprès d'industriels, enfin de nos adhérents Éco-emballage, pour essayer de concevoir des emballages plus recyclables dès la conception en fait. Juste pour ça, c'est la petite parenthèse. Et du coup, ce stylo, pour moi, illustre bien en fait. On a des bouteilles d'eau qu'on recycle. Pour l'instant, on en recycle à peu près 1 sur 2 en France. Et puis, on essaie de bien sûr, la voie royale, c'est de la refaire se retrouver sous forme de bouteille. Mais il y a aussi d'autres débouchés, comme donc ce stylo qui est une bonne illustration. Donc, faut savoir quand même que dès qu'on recycle de la matière, enfin, on utilise de la matière recyclée, on est gagnant de toute façon en termes d'impact sur l'environnement. Voilà. À partir de seconde fois où on la réutilise, on la régénère, on est gagnant. Donc ça, c'est un bon exemple du coup. Et peut-être pour revenir sur les briques, on a aussi des pistes. Il y a des gens qui travaillent aussi à faire des surligneurs, par exemple, avec la matière qui est, je dirais, la boue qui reste, une fois qu'on a enlevé les fibres du carton, il reste cette boue de PE et de d'alu.
on arrive maintenant à pouvoir l'injecter pour faire des pièces assez petites, du style capuchon, corde surligneur par exemple. Voilà, donc ça se développe. Et puis alors pour un exemple encore d'éco-conception où justement on peut avoir des faux semblants, enfin moi-même je peux je m'y suis laissé prendre en fait. C'est ce pot, je ne sais pas si vous connaissez, en fait il y a la marque aussi Vrai qui l'utilise, qui est en fait juste pour revenir un petit peu sur la problématique, les yaourts en France, vous voyez les yaourts sécables individuels, ils sont en polystyrène et en fait c'est une matière qui est pas recyclée en France dans le cadre des emballages et il y a des gens qui cherchent des alternatives, donc qui se disent pourquoi on n'aurait pas des pots individuels plus gros. Et l'idée là, ça c'est un fabricant allemand qui fait ça, donc il y a un corps en carton qui vient, si vous voulez, rigidifier le corps en plastique. Donc on se dit on va utiliser moins de matière plastique. Donc c'est vertueux dans un sens où on utilise moins de plastique, mais il faut savoir, donc j'ai appris un petit peu en creusant, qu'en fait le poids qu'on rajoute en termes de carton et l'énergie qu'on utilise pour faire ce manchon par exemple compense à peine l'énergie qu'on a sauvée en mettant moins de plastique. Et en fait ça c'est vertueux dans le cadre d'un projet de recyclage où on vient recycler ces pots, mais il faut savoir qu'en France c'est pas le cas pour l'instant, puisque dans le programme de recyclage des emballages en plastique en France on recycle que les bouteilles et flacons. Donc voilà, ça pourrait paraître vertueux, mais si on creuse jusqu'au bout, ça ne l'est pas. Donc il faut vraiment avoir une démarche globale sur jusqu'à la fin de vie du produit. Voilà. Puis avec un autre point sur cet emballage-là, on peut enlever la partie carton, oui, elle se détache. C'est désolidarisable. Mmh. Très bien, mais en fait on demande un effort supplémentaire à l'utilisateur, au client. On renvoie nous on le voit comme ça, c'est qu'on balance son problème un peu plus loin. Ça me fait penser à des discussions qu'on a pu avoir et qu'on a encore d'ailleurs avec des gens qui produisent et qui mettent de l'eau en bouteille. On nous demande d'alléger la bouteille. Très bien. Sur la bouteille, tout le monde a remarqué, il y a une petite collerette en haut. Ça sert à convoyer la bouteille sur les chaînes. Moi, en tant que consommateur, j'en ai rien à foutre de cette bague, elle ne me sert à rien. Donc, on leur dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas, avant de commencer à penser à dégrader la qualité du packaging et du service que vous offrez à vos clients, est-ce que vous ne pourriez pas d'abord penser à améliorer chez vous le process pour enlever, il y a quelques grammes de plastique ici, qui pourraient être directement recyclés dans l'usine. Oh là là. Voilà. Et ça, c'est un syndrome hein, de dire on préfère dégrader plus loin des choses qui sont moins impactantes ou demander des efforts plus loin en disant ah ben oui, regardez, on a résolu le problème et en fait ici vous avez quasiment 70% des gens qui ne vont pas enlever ce carton autour du plastique. Bref. Ouais. Là, c'est ce qu'on redit. Je voulais juste dire, effectivement, il ne fallait pas se concentrer juste sur les points vus par les consos. Et puis, récemment, on travaille encore avec un client qui nous a demandé d'identifier justement les fausses bonnes idées par rapport à l'éco-conception. Et on a fait tout un argumentaire sur les matériaux en indiquant qu'effectivement, bien sûr, c'est intéressant d'utiliser du recyclé, mais il ne faut pas que ce matériau recyclé vienne de... Enfin, c'est tout simple, hein, mais il ne faut pas qu'il vienne de très 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 loin, parce que sinon, l'effort que vous avez fait pour le ramener à un endroit pour qu'il soit transformé, c'est un petit peu... c'est perdu. Donc, dans l'appel d'offres qu'on essaye de lancer avec eux, du coup, on essaye de préciser, enfin, on a des problématiques ensuite légales, mais on essaye de préciser que l'empreinte carbone de tout le process, vraiment de tout le process, soit la plus réduite possible. Voilà. La stratégie 3, c'est innover en cohérence entre le produit, c'est-à-dire le contenant, et le pack. Ça paraît un peu bête, mais c'est pas toujours fait. Donc on s'est dit que c'était bien aussi de l'illustrer, d'une part pour rendre tangible les bénéfices du produit, c'est-à-dire ce que je comprends à l'extérieur, je comprends ce qu'il y a à l'intérieur, et puis trouver des leviers intelligents de différenciation. Ça c'est un travail qu'on a fait pour une société qui s'appelle LaCie. LaCie est un des leaders mondiaux du stockage de données informatiques et nous a demandé de travailler sur une carte informatique.
Alors, je vous passe le détail sur le travail sur la carte parce qu'on va se concentrer sur le packaging, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a pu mettre en place une espèce de signalétique très forte d'usage avec cette pièce orange qui est la pièce d'installation de la carte. Et en faisant des études dans les points de vente du type la Fnac ou là où se retrouve ce type de carte, on s'est rendu compte que finalement, un des gros problèmes de ce marché-là, c'est que comme les choses sont plates et sont présentées les unes après les autres, que tout ce qui est de l'ordre de la connectique est sur le côté. La grosse angoisse des consommateurs, c'est d'acheter une carte qui n'est pas là avec la bonne connectique. Donc du coup, ils enlèvent tout, ils regardent la connectique, et puis bien sûr, ils ne vont pas remettre le rayon comme ils l'ont trouvé. Donc les vendeurs passent leur temps et perdent beaucoup de temps, soit à remettre le rayon en place, soit à laisser le rayon totalement pourri, et du coup, rien ne se vend. Du coup, on a travaillé sur le pack pour que lui puisse dire et montrer quelle était la connectique pour que les gens qui arrivent avec leur câble puissent très simplement, sans avoir à dépegboarder le produit, vérifier que c'était le bon par rapport à ce qu'ils cherchaient. Là, c'est un point de vue qu'on a régulièrement sur des sujets où, pour nous, le design produit va jusqu'au bout, du moindre détail, et donc le packaging fait partie du produit. C'est évident, en tout cas de notre point de vue, qu'il ne doit pas y avoir de rupture de conception entre le produit et son emballage. Pour nous, ce n'est pas deux sujets différents. Et ce qui est vrai dans ce positionnement n'est pas du tout vrai dans l'organisation des entreprises. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui s'occupent de commander le packaging aux designers ne sont pas du tout ceux qui s'occupent de développer le produit. Donc finalement, ils se rendent compte très très tard dans la chaîne de valeur de production de l'objet, et généralement, ils se rendent compte trop tard. Ou alors, on fait finalement des mariages un peu, parfois pas très audacieux, entre ce qu'il peut y avoir comme produit et le packaging qui doit le porter. Donc ça a reçu un Red Dot Design en Allemagne. Là encore, quelque chose qui est entre le produit et le pack. Alors là, on parle plus de graphisme, puisque finalement, Badoit nous a demandé de dessiner le verre qui allait avec ce graphisme qui avait été créé événementiel pour raconter finalement les fines bulles de la Badoit rouge ou verte. Et qu'on a dessiné un verre qui est... Alors ça, c'est une stratégie d'innovation qu'on aime bien, c'est de faire un projet soi-disant de communication. Quand on parle de communication, on parle de toute petite série, personne ne s'inquiète, les gens de l'usine ne regardent pas, enfin bref, ça intéresse personne. C'est le projet événementiel. Voilà, et puis finalement quand ça se retrouve sur le bureau et qu'on se dit tiens c'est pas mal, on commence à se demander comment on va pouvoir le produire. Et c'est un moyen de détourner un petit peu l'attention. En l'occurrence, on a créé un verre avec une idée très très simple qui était de dire on va mettre une bulle en verre au centre, en prolongeant le pied, au centre du contenant, et cette bulle elle va accrocher les fines bulles de la Badoit. Ça paraît l'idée, une fois qu'on l'a eu, on s'est dit c'est celle-là. Après, pour la mettre en œuvre, forcément ça a été compliqué puisque la marque a pensé au départ qu'avec les sous-traitants qu'elle avait, elle ne pourrait pas le faire. Et dans ce cas-là, nous on se substitue un petit peu aux marques parce que les marques ont des savoir-faire qui parfois ont de la peine à les éloigner de leur cœur de savoir-faire justement, puisque du coup c'est nous qui avons trouvé le producteur, le fabricant et qui produisons les pièces. D'autres exemples qui sont de ce lien très intéressant entre le contenant et le contenu, c'est des packs qui s'appellent Help, qui sont des packs de médicaments très très simples aux États-Unis, où en fait la forme extérieure, thermoformée, reprend le contenant. Et finalement, il y a une espèce de simplicité, une espèce d'évidence dans ce packaging. Quand c'est de l'aspirine, on voit les petites pilules et c'est marqué j'ai un mal de tête, point barre. Et puis quand vous ouvrez le pack, à l'intérieur, vous avez une petite notice hyper sympa qui vous dit non mais ça va passer, vous inquiétez pas. Vous en prenez un et puis vous en reprendrez un demain matin si ça va pas mieux, mais a priori, il n'y a pas de souci, du calme. C'est quelque chose qui est très simple dans un univers qui a priori est très plutôt anxiogène à l'origine, où la réglementation est extrêmement forte. Alors là, il se trouve que ce n'est pas des produits médicamenteux très forts, mais néanmoins, c'est une approche qui est très intéressante entre l'extérieur et l'intérieur. Le deuxième, c'est Denko, qui a fait un pack pour les personnes âgées sur un blister qui lui-même s'ouvre très facilement.
C'est un peu con à dire, mais les blisters, quand ils sont soudés, il faut avoir une paire de ciseaux qui ressemble à un sécateur. Et en l'occurrence, là, c'est à la fois le produit que la personne saisit pour venir déclipser la partie qui comprend le pack et qui permet de le verrouiller. Il y a aussi une grande adéquation là entre je fais l'usage pour un produit pour personnes âgées à l'intérieur et du coup je pense le pack de la même façon avec la même exigence sur l'usage. Et puis canard WC, qui est quand même à peu près l'adéquation parfaite entre ce qu'il y a dedans et le contenant. Je pense que dans cet usage extrêmement fiable, fort d'un produit aussi basique et pas très intéressant, je pense qu'il y a peu d'exemples où il y a une aussi belle adéquation entre l'usage et le contenant. Le secret de cette stratégie, c'est nous ce qu'on appelle un cycle d'usage. C'est-à-dire qu'on se met, on fait ça à l'agence avec tout le monde, on fait des photos, mais du moindre petit détail qu'on peut détecter quand on utilise le pack. Ouais, on appelle ça des actomes. C'est du micro-acte. Et souvent, on se rend compte, il n'y a pas longtemps, on s'est maquillé parce qu'on travaillait sur du rouge à lèvres. Et d'un coup, on dit attends, là, tu es en train de faire ça, tu bouges ton doigt, et le moindre micro-détail est pris en photo. Et souvent, ça permet de soulever des choses qui sont reléguées, oubliées, laissées dans des coins. Le cerveau humain a tendance à tout de suite à faire des économies de réflexion. On ne sait pas très bien pourquoi. Si c'est un instinct de survie, je ne sais pas. Mais on évacue souvent plein de petits détails en disant le bouchon de ton rouge à lèvres, tu l'as enlevé d'une main et tu l'as passé dans l'autre. Parce que tu es droitier et que pour l'ouvrir, tu prends la main droite et pour l'utiliser, il faut reprendre la main droite. Donc, qu'est-ce que je fais de ce bouchon entre deux temps? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Et puis ça, c'est un micro-acte intéressant à creuser. Et puis, il y en a plein d'autres. Et lorsqu'on prend des sujets où souvent on nous dit non, mais on a déjà beaucoup creusé, on a déjà beaucoup tenté de choses là-dedans, on se rend compte que lorsqu'on fait cette dilatation de toutes les micro-actions, des leviers de création, des leviers d'innovation, il y en a encore plein. Et sur plein de sujets où l'on pense que c'est sous très très forte contrainte, il y a beaucoup de choses encore à ouvrir. Et puis la dernière stratégie, c'est de travailler vraiment sur de l'innovation en essayant d'aller très très loin. Donc là, on va vous présenter des projets qu'on a fait à l'agence qui sont surprenants dans le domaine du pack. Le premier, c'est un travail sur les imprimantes 3D. On s'est posé la question il y a déjà, ça c'était en 2009, donc on est devenu du coup assez pointu dans ce domaine-là, de savoir ce qu'on pouvait faire avec une imprimante 3D, avec une question assez bête qui était de se dire, quand on fait intégrer une nouvelle technologie dans un process, la question c'est qu'est-ce que je pouvais faire que je ne pouvais pas faire avant. C'est-à-dire que si j'utilise une imprimante 3D pour faire un truc que je peux faire dans mon atelier à côté, en tournage sur bois ou en maquette, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est juste une débauche technologique pour pas grand-chose. Et finalement, en travaillant sur qu'est-ce que c'est que les imprimantes 3D, c'est d'arriver à utiliser ce qu'on appelle l'ombre numérique que vous arrivez à récupérer partout. L'ombre numérique, c'est un son, une image, un scan, tout ce qu'il y a aujourd'hui partout et qui est développé dans plein d'univers. Et dans cette ombre numérique, on s'est dit qu'il y en avait une qui était intéressante à travailler, c'était le scan crânien notamment. Et du coup, on a mis en place une machine avec des Américains qui a un process qui permet de scanner son propre crâne et de le produire à l'échelle 1. Donc on est peut-être les premiers à avoir tenu notre crâne dans notre main, ce que je ne vous souhaite pas en temps réel. Et finalement, on s'est dit qu'avec ces imprimantes, on pouvait aller sur des choses qui étaient tout à fait novatrices dans des univers d'usage qui aujourd'hui étaient fermés par le fait qu'il n'y avait pas les imprimantes. Ensuite, on a travaillé pour faire quelque chose de beaucoup plus simple, donc c'est un photomaton 3D. Donc là, on s'est abstrait du scanner 3D, parce que le scanner 3D, c'est assez lourd, puisque c'est une opération médicale, pour aller vers quelque chose... le rayon X, c'est assez lourd, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, qui est le scanner 3D, qui sont des nouvelles technologies, où c'est un pistolet qui ressemble à E.T., que vous pouvez mettre devant n'importe quel objet, et demain...
Vous allez avoir quelqu'un qui va arriver dans un magasin avec son téléphone portable, qui va scanner un objet qui l'intéresse et qui va l'imprimer chez lui. Donc on a fait l'expérience avec des pièces, avec différents objets sur lesquels on a imprimé, intégré et fait rentrer en collision les visages des gens qu'on faisait travailler avec nous. Aujourd'hui, le principal constat qu'on a sur l'arrivée de cette technologie, c'est que ça libère une envie d'hyper-personnalisation. Je veux mon truc à moi. Ça exacerbe voilà, ce point-là. Avec un autre point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment des logiques d'intégration de la technologie 3D dans les business models des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, on a des demandes en disant « Ah oui, parce que c'est à la mode ». Parce que, voire même certains clients nous disent il faut que j'y aille parce que je sens qu'il est en train de se passer un truc, donc il faut que je me mette à la page. Faisons un projet. Mais la question de fond, elle est à mon avis, à notre avis, elle est là. C'est sur la pertinence de l'intégration de la technologie dans les business models. Bref, vaste débat et qui va effectivement, comme beaucoup de gens le pensent, ça va changer la face de l'industrie en quelques années. Comme exemple, on vous a mis lié au packaging, ou plus ou moins loin. Ça paraît encore de la science-fiction, mais néanmoins, la même entreprise et le MIT qui développe l'imprimante 3D avec laquelle on a travaillé est en train de développer une imprimante pour l'alimentaire. Alors ça paraît complètement délirant, on se dit oui c'est ça, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Néanmoins, leur truc est déjà très très au point. Et vous pouvez commander, par exemple, dans votre cuisine, avec cette imprimante, les ingrédients qui vous seront nécessaires pour faire un cake à la banane. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter une banane, de la farine, etc., vous avez dans l'ensemble des buses, l'ensemble de tout ce qui peut composer organiquement et en termes de goût, ce que peut être de la farine, une banane et du sucre. On aime bien cet exemple parce qu'il est à la fois extrêmement loin et en même temps il pose exactement la même question qu'on pose toujours aux industriels et qui est la slide suivante, qui est de dire finalement aujourd'hui vous êtes un peu à la place de Kodak. Donc Kodak dans les années 60, quand vous avez commencé à acheter des pellicules, puis à ne plus acheter de pellicules, puis à ne plus imprimer vos photos, puis à faire des photos avec votre téléphone portable et à les envoyer par internet sans même qu'elles passent en papier, vous n'avez pas eu l'impression de tuer Kodak. Pourtant c'est un peu ce qui est arrivé. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec les imprimantes 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression que le syndrome Kodak est en train d'être très présent chez les industriels. Forcément quand vous avez une usine de fabrication ou d'emballage à 15 millions d'euros, on n'a pas envie de voir qu'un mec dans son coin avec une imprimante il peut faire la même chose. Donc du coup on préfère un peu se masquer, se voiler la face. Néanmoins, je pense que c'est une problématique de réflexion, ces imprimantes 3D et l'intégration dans des business models liés au packaging qui sont extrêmement pertinentes et qui vont arriver beaucoup plus vite que ce que les gens pensent, puisque aujourd'hui, nous, par rapport à ce qu'on maîtrise des imprimantes 3D, quand on a commencé à travailler avec une imprimante 3D pour faire le crâne, elle valait 90 000 euros. Aujourd'hui, vous en avez sur le marché que vous pouvez construire tout seul à 1 000 euros. Ça va très vite. Vous ne faites pas tout à fait la même chose, bien sûr, mais ça va quand même très vite. Moi, je voulais revenir un peu sur ce slide où on présente un concept d'emballage alimentaire pour de l'alimentaire. On trouve ça aussi intéressant de regarder ce genre de démarche. Parce que quelque part aussi on se dit attention, est-ce que ici on a l'impression, moi en tout cas j'ai un peu ce point de vue, c'est qu'on a l'impression qu'on résout un truc, sauf qu'on reste sur l'articulation traditionnelle de j'emballe un produit. Je pense que c'est une fausse bonne idée. On est intimement persuadé que la complexité de l'univers dans lequel on évolue tous fait que la solution qui va émerger, c'est peut-être de ne pas penser ou de changer la manière de penser ce qu'est un emballage.
On en discutait encore tout à l'heure en venant. Quand on voit aujourd'hui le développement de la vente de produits en vrac, on se dit voilà, est-ce que de dire j'ai encore un emballage, c'est la bonne solution? Et est-ce que c'est pas aussi au niveau des business models, enfin on revient sur ce mot, mais aujourd'hui on est régulièrement sollicité par des entreprises qui mènent des démarches d'innovation en amont. On fait du design de business model. On travaille avec des équipes projets où on essaye de trouver des nouvelles postures, des failles ou des ouvertures pour changer l'articulation globale de la manière dont on résout les problèmes dans cette notion de business model. Ici, on n'a pas changé grand-chose. C'est très visuel, c'est joli à entendre, mais le business model, l'articulation, elle, n'a pas changé. À notre avis, c'est plutôt ça qui va changer, les articulations, plutôt que de rester dans le même modèle en changeant les éléments du modèle. Je ne sais pas si je suis clair. En conclusion, juste une chose. Ce qu'on aime bien dire, parce que ça nous semble la réalité par rapport au projet qu'on vit, c'est que finalement dans les années 70-80, le design il mettait en forme la peau des produits. C'est-à-dire que vous avez une boîte carton et puis vous faites appel à une agence qui va vous faire la belle lessive qui permet de mieux vendre, etc. Ça, c'est à notre avis, c'est un avis. À notre avis, c'est un modèle qui est en train de s'épuiser. Notamment parce que le consommateur est de plus en plus averti et peut-être de moins en moins dupe sur ce que peut apporter une image, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, et c'est notre engagement, c'est comme ça qu'on le perçoit, il nous semble vraiment que le design aujourd'hui, c'est beaucoup plus la mise en forme de l'intelligence collective. Aujourd'hui, pour arriver à faire du bon design, il faut arriver à avoir les bonnes personnes autour de la table, pas se focaliser sur son baril de lessive, et essayer de voir comment on peut articuler les choses pour dessiner l'avenir innovant de son entreprise et de ses produits, beaucoup plus que pour ce qu'on appelle agrandir encore la distance entre le cochon et le jambon. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, vous aviez votre cochon dans la cour de votre ferme. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 km entre le cochon et le jambon, plus un packaging qui essaye d'étirer l'histoire et vous faire encore croire que le cochon vient de pas si loin de ça. C'est à notre avis une erreur assez monumentale dans la façon d'aborder la notion de packaging qui est beaucoup plus vertueuse quand on est dans l'innovation que dans l'étalage. Ben voilà. Merci. Merci. Si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, on voudrait des questions. Je sais pas le temps qui nous reste. 13h00. Wow. Bonjour, je voudrais revenir sur l'exemple du banc. Je voulais savoir votre positionnement par rapport à la matière à l'issue de ce banc. Comment vous allez gérer la fin de vie ou comment les collectivités vont gérer la fin de vie de ce banc qui, bien sûr, j'espère qu'il sera longtemps durable, mais à un moment donné, voilà, il faudra gérer sa fin de vie. Merci. Enfin, je peux aussi répondre. Aujourd'hui, le banc tel qu'il est constitué, on a des piétements en aluminium recyclé qui sont recyclables. Et on a des poutres PEALU qui peuvent repartir en broyage et être réinjectées pour refaire des bancs. Pour refaire en fait un produit d'une qualité de performance technique égale ou dégradée. J'ai bon, Claire? Ouais, je pense qu'effectivement la qualité sera moindre. Enfin, je pense que ça reviendra peut-être pas à un banc, mais en tout cas on peut le réutiliser effectivement sous forme de broyé pour faire d'autres choses qui servent à l'espace public, aussi des renforts de dalles ou des choses comme ça. Mais l'alu, c'est vrai que lui, il sera recyclé sans problème. Donc, mais voilà. c'est la question principale. Aujourd'hui, on n'a qu'un client avec qui on a réussi à avoir un label Gold, Cradle to Cradle. Et c'est bien de ça dont on parle. C'est de dire, mon produit, il repart. Et il peut revenir, mon produit. C'est avec la société Target, sur du revêtement de sol. On a été surpris de découvrir que du linoléum, du lino, en fait, c'est pas n'importe quel revêtement de sol plastique. Ça n'est pas du plastique. C'est un produit qui est fait à base de lin.
ce que je ne savais pas, ce que ma grand-mère savait. Et par banalisation du terme, aujourd'hui, ça définit n'importe quel sol plastique. Et du lino, d'ailleurs, c'est un produit qui sort ce mois-ci. On a réussi à faire un revêtement de sol sans additifs, sans colorant, un liant naturel. Donc un revêtement de sol 100% lin qui peut redevenir un revêtement de sol 100% lin. C'est rare d'arriver à mettre en place ce type de processus et de projet. En se disant, par exemple, sur cette question de revêtement de sol, on veut contreformer une couleur. Et là, on dit non. La couleur, c'est pas une contrainte intéressante. Avoir toujours une régularité de couleur, on s'en fout, c'est fini, c'est has-been. Et les architectes, ce qui vont les intéresser, c'est pas la parfaite couleur par rapport à mon échantillon, c'est l'intérêt suprême et la vertu de ce produit. Et ça a été très long en termes de changement de mentalité au sein de l'entreprise pour faire comprendre que l'argumentaire, il n'allait pas se placer sur la régularité de la couleur, mais qu'au contraire, si on allait avoir du lin qui vient de France ou qui vient de Pologne, eh ben on allait voir des couleurs différentes et finalement, selon les années, les saisons, le recyclage, ça allait avoir un intérêt comme on peut avoir un millésime sur du vin où voilà, il y a une variation et c'est pas grave. Mais ça, par rapport aux logiques marketing, c'est un changement dans l'entreprise qu'il a fallu beaucoup accompagner. Une autre question ? C'est juste pour savoir si vous cherchez toujours votre designer. On vient d'embaucher quelqu'un. Mais on cherche toujours. C'est Martine à l'agence, si vous voulez envoyer quelque chose. Qui est d'ailleurs sur l'espace là-bas.